Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on intervient donc à deux sur la question de l'hébergement des usagers de drogue. On va d'abord peut-être se présenter et puis après vous dire un petit peu ce qu'on a choisi sur les choix qu'on a fait un petit peu pour cette intervention. Donc je suis Camille Doumingue, je suis éducatrice spécialisée, j'interviens sur le XAPACARUT bus 3132 à Marseille. On a dans ce cadre-là un dispositif qui s'appelle l'Abribus, qui est pour le moment un petit dispositif d'hébergement, en fait qui ne compte qu'une seule chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel avec l'idée d'une mise à l'abri, donc un maximum de durée d'hébergement de 3 semaines. Je reviendrai un petit peu après sur le concept de mise à l'abri. D'autre part, le bus 3132 intervient en fait sur un groupe de réflexion avec les structures d'hébergement à Marseille. C'est-à-dire que dans ce groupe de réflexion, il y a à la fois les structures d'hébergement et à la fois les structures d'addicto, afin de réfléchir ensemble à comment favoriser l'accès à l'hébergement pour les usagers de drogue. Bonjour, donc moi je suis Séverine, j'interviens à l'association Pro, je suis éducatrice. Donc Pro c'est en Seine-Saint-Denis, c'est 2 carrus, d'une équipe mobile et un service hébergement. Donc moi j'interviens sur le service hébergement, donc c'est un hébergement qui est composé d'une équipe avec un directeur, 2 éducs, un AS à temps partiel. Et donc on accueille des usagers de drogue qui consomment. Du coup, donc nous on travaille avec eux tout ce qui est la cogérance, c'est-à-dire qu'en fait ils cogèrent avec nous et du coup donc quand l'équipe n'est pas présente, il y a toujours un cadre d'astreinte avec lesquels ils sont en lien parce que l'équipe est présente de 10h à 21h. Voilà. Donc nous notre mission c'est d'accueillir des usagers de drogue et de les réinscrire ou de les inscrire dans le droit commun et de les amener à l'accès aux soins. Donc l'idée de cette intervention, c'est déjà, on intervient ensemble parce qu'au niveau du public et des caractéristiques spécifiques de nos publics, on se retrouve. Donc d'abord peut-être une petite présentation des spécificités du public. Après, l'idée c'est de faire un point sur effectivement l'hébergement comme un outil de RDR. Après, on viendra un petit peu sur les limites de l'accès à l'hébergement. Qu'est-ce qui fait limite? Je pense que ça vous parlera. Et puis on finira sur les perspectives. Donc les quelques caractéristiques du public qu'on accueillit, donc fatalement c'est des usagers de drogue, hommes ou femmes, majeurs, très souvent sans papier, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couverture médicale, souvent ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, c'est aussi des personnes qui sont malades, qui sortent de la rue, qui ont fait de nombreuses incarcérations pour certains, et qui n'ont pas ou peu de possibilités de travailler. Donc généralement, ils arrivent un petit peu avec ces multiples problématiques et du coup, on doit composer avec ça. Donc l'hébergement, d'abord peut-être une petite définition de ce qu'on entend nous comme hébergement. Donc d'abord c'est une mise à l'abri. Une mise à l'abri ça veut dire quoi? Ça veut dire pas uniquement un toit. Une mise à l'abri c'est un lieu qui est sécure, c'est un lieu qui est confortable, c'est un lieu qui est adapté. C'est un lieu qui est digne en fait d'accueillir. Je pense que vous connaissez tous les structures d'hébergement d'urgence qui pour le coup sont rarement dignes d'accueillir les usagers. Un hébergement, enfin une mise à l'abri, c'est aussi la possibilité de sortir des logiques de survie liées à la rue. Donc c'est un lieu où on peut manger, se laver, avoir des vêtements propres et du coup de sortir de ces logiques-là, c'est l'idée d'être plus disponible physiquement et psychiquement pour accéder à soit du soin, soit accéder au droit par exemple, ou se réinscrire dans un projet de vie un petit peu. Un hébergement pour nous aussi, c'est un hébergement qui a un fonctionnement adapté. Donc bien évidemment, l'inconditionnalité à l'accueil. Alors inconditionnalité, évidemment, il y a une condition qui est d'être usager de drogue, en tout cas pour nos deux dispositifs. Mais disons qu'il n'y a pas de condition comme on peut connaître dans beaucoup de structures d'hébergement, il n'y a pas de condition d'être en situation régulière ou d'avoir des ressources. C'est aussi pour nous pas d'obligation dans les démarches de soins, pas d'obligation par exemple de sevrage. C'est aussi pas d'obligation d'abstinence par extension.
C'est aussi une prise en compte de la temporalité de chacun pour des personnes qui sortent, qui ont des parcours de vie et de rue importants. Et puis un non-jugement, donc terme que vous connaissez bien, mais un non-jugement, c'est aussi, dans les structures d'hébergement, on est aussi un peu à une place de témoin, où on observe des pratiques qui sont pour le coup parfois un peu dérangeantes ou difficiles à regarder. Donc c'est aussi une posture de non-jugement qui n'est pas toujours facile à tenir. Et donc évidemment une équipe disponible et présente sur les lieux. Après, donc l'hébergement, c'est donc une sortie effectivement des logiques de survie. Ce qu'on a pu remarquer nous de nos expériences communes, c'est qu'il y a quand même une baisse ou une stabilisation des consommations. Déjà d'une part parce qu'en général on observe que les consommations commencent plus tard dans la journée, d'abord, et puis parce qu'en général on est moins confronté à des consommations massives, comme ce qu'on peut remarquer sur les usagers qui peuvent entrer dans des services d'hébergement, enfin dans des structures type CHRS ou structures d'hébergement d'urgence et qui consomment massivement avant d'entrer, puisqu'une fois qu'ils sont dedans, ils n'auront plus le droit de consommer. C'est aussi, alors ça c'est plus entre guillemets qualitatif, mais c'est aussi moins de prise de risque dans les pratiques de consommation, c'est quelque chose qu'on a pu observer aussi. Donc l'hébergement, en tant qu'outil d'RDR, qu'est-ce que ça permet? Bon, qu'est-ce que ça peut permettre? Donc la possibilité de se projeter, de se poser, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de disponibilité physique ou psychique. C'est aussi faciliter l'accès aux soins. Je pense que vous avez déjà été confronté au fait qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent l'initiation de traitement quand les gens sont à la rue. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Parfois aussi, les services médicaux sont rassurés par le fait qu'il y a une équipe médico-sociale ou sociale auprès des usagers dans l'idée d'une observance de traitement importante. C'est aussi effectivement se réinscrire dans un parcours de soins plus large, c'est-à-dire qu'on peut parfois, quand on voit des usagers ponctuellement, accompagner vraiment sur des traitements ou sur des pathologies, on va dire, graves, mais c'est aussi tout le soin de façon générale, c'est aussi le dentiste, c'est aussi le dermato, c'est aussi, enfin c'est toutes ces choses-là que parfois on oublie, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus graves et qu'on va se précipiter un petit peu sur ces pathologies-là. La facilité à l'accès aux droits sociaux, voilà, avec la disponibilité. C'est vrai que par exemple sur les centres d'accueil de jour, on peut voir les usagers par exemple ponctuellement ou toutes les semaines, mais l'inscription dans le temps, c'est pas évident. Donc c'est vrai que quand on est tous les jours auprès d'eux, c'est aussi une disponibilité physique. C'est pas, voilà. Et puis quelque chose qu'on voulait souligner aussi, c'est ce que les usagers verbalisent. C'est le fait pour eux, quand ils accèdent à un hébergement, d'accéder à alors je le mets entre guillemets, une normalité supposée, qui permet en général de pouvoir reprendre contact avec le réseau social, avec la famille, avec les amis, c'est-à-dire de pouvoir s'accepter un peu mieux et de reprendre contact effectivement avec tous ces gens qui, en général, depuis longtemps, ils n'ont plus de contact. Voilà. Donc tout ça, on travaille avec tout ça. Néanmoins, évidemment qu'il y a des limites à l'hébergement et au logement par extension. Donc, de toute façon, tout le monde sait que l'accès au logement, déjà en première partie, c'est compliqué, c'est bloqué. Les hébergements sont saturés, donc en termes d'orientation, c'est compliqué. Donc, pour ceux qui viennent vers nous et pour ceux qu'on oriente vers l'extérieur. Ensuite, on a la problématique du SIAO qui nous pose beaucoup de problèmes parce que c'est pareil, c'est complètement saturé, c'est des structures c'est compliqué de les orienter. Néanmoins, toutes les structures passent par le SIAO, toute inscription généralement passe par le SIAO. Et nous, on arrive à un stade où on a un peu l'impression que quand on fait un dossier, c'est un petit peu du vent, je mets entre guillemets aussi, hein, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de suite au SIAO. Après, on a aussi le problème des situations qui sont bien bloquées, comme on disait tout à l'heure. On a plusieurs problématiques avec des personnes qui sont sans papier, qui sont sans couverture médicale, etc. Donc on multiplie un peu les problématiques et du coup de trouver une orientation spécifique à chacun, c'est difficile. Et ensuite aussi les représentations que tout un chacun peut se faire sur les usagers de drogue. Donc tout ce qui est, notamment dans les collectifs, quand on essaye d'orienter des usagers de drogue vers les collectifs, souvent il y a les problèmes de peur de violence, les problèmes c'est très stigmatisant en tout cas. Et pour tout ce qui est dans l'individuel,
généralement, les structures ont peur que les usagers de drogue fassent des OD, donc du coup, ça freine un peu tout ça. Et puis il y a aussi toutes les stigmatisations qu'on peut avoir sur, de toute façon, un usager de drogue, c'est violent, c'est méchant, voilà. Donc, du coup, toutes ces orientations sont compliquées. Après, on a aussi le problème du fossé qu'il y a entre les structures que nous, dans lesquelles on peut travailler, et les structures qui sont juste au-dessus, donc ce qu'on appelle les structures de bas seuil, les structures qui sont un peu plus au seuil. Et du coup, le fossé se creuse de plus en plus parce que nous, on accueille des usagers de drogue qui consomment encore, mais que la marge jusqu'au-dessus est beaucoup plus haute et que du coup, c'est très compliqué pour orienter les personnes. Donc voilà, du coup, on se retrouve parfois en difficulté parce qu'on se retrouve face à des usagers auxquels on incite de manière un peu détournée en leur disant que ce serait peut-être bien qu'ils mentent en fait sur les orientations qu'on peut proposer. Parce que nous, on se retrouve avec des personnes qui consomment, pour nous en tout cas, plus grand chose. Et ce sont des consommations qui peuvent arriver à n'importe qui, par exemple une bière par jour, ou en tout cas pas grand chose. Et que néanmoins, on n'arrive pas à les orienter. Du coup, on les incite pas non plus un combat, mais néanmoins, ça leur arrive de revenir de certains entretiens d'admission et de nous dire moi, j'ai pas osé dire que je buvais une bière parce que mon orientation sera bloquée après. Donc voilà, on se retrouve face à toutes ces difficultés, que je pense que vous connaissez tous et que vous devez tous rencontrer. Néanmoins, voilà, c'est nos limites à nous et c'est les limites qu'on remarque. Peut-être pour finir, avant des questions et des échanges, sur les perspectives. Donc, alors après, évidemment, à rappeler que l'hébergement, c'est quand même un droit universel. C'est quelque chose auquel ils ont droit. Alors, il existe, en tout cas sur le projet sur lequel qui est mené à Marseille, le projet ASAP, donc l'accès aux soins des sans-abri, où justement on travaille avec les structures d'hébergement. L'idée, c'est quand même que on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la complémentarité des missions sur les structures du même territoire, elle est importante. Alors oui, ça demande quand même beaucoup d'efforts, parce que se retrouver, la réalité, c'est que se retrouver dans des réunions où les usagers de drogue sont très stigmatisés, c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément envie de passer 3 heures à discuter de ça. C'était un peu... Après, ce que je pense qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est effectivement, en tant qu'intervenant auprès de ces publics-là, c'est aussi de notre responsabilité de faciliter l'accès à l'hébergement. Et ça peut passer par ça, c'est-à-dire de communiquer un peu plus ou d'informer ou de former les structures, les équipes qui interviennent sur les structures d'hébergement, parce que quand on travaille avec eux, on se rend compte que c'est des appréhensions, c'est des représentations, c'est pas non plus, c'est pas le refus de travailler avec ces populations, c'est vraiment une inquiétude de la part des équipes de travailler avec eux. Donc, alors ça prend du temps, parce que même en 1 an et demi, là, c'est quand même toujours pas très simple, ces réunions et ces échanges, mais ça avance, donc je pense qu'il faut continuer à s'investir dans ce type de groupe de réflexion. Voilà. Bonjour, juste, j'ai pas entendu s'il y avait une limitation de temps et comment vous gériez cette temporalité. Moi, je vais parler pour Prose. Donc à l'hébergement de Prose, oui, il y a une limite de temps. On essaye de faire une prise en charge de 18 mois. Parce qu'on se dit qu'1 an pour mettre en place tout ce qu'il faut faire, remettre les papiers en route, etc. 1 an, c'est bien, et on garde les 6 derniers mois généralement pour l'orientation. Après, bien évidemment qu'au bout de 18 mois, si la personne est dans le projet et que justement on se retrouve face aux limites qu'on évoquait tout à l'heure, on ne met pas la personne dehors. À partir du moment où la personne elle continue son projet, qu'elle est dedans et qu'on voit que ça avance, on ne met pas les gens dehors pour les mettre dehors. Donc après, ça bloque du coup, mais voilà, on arrive à travailler sur les orientations quand même comme on peut. Alors pour le bus, c'est un peu différent parce que c'est donc une chambre d'hôtel, c'est donc une mise à l'abri de 3 semaines, donc c'est pas plus. C'est souvent des retours à la rue. Ça peut être effectivement une transition vers quelque chose de plus pérenne, mais dans la réalité, c'est peu le cas, parce qu'effectivement, les orientations sont compliquées. Je dirais que l'intérêt de ce type de dispositif, ce qu'on nous on a pu remarquer, c'est qu'en fait, ça change clairement la relation d'accompagnement qu'on a avec les usagers qu'on accueille sur le XAPA. C'est à un moment donné les reconsidérer comme des personnes capables d'habiter, capables d'exister. Et du coup, vraiment, ça change la dynamique d'accompagnement et ça ouvre des nouvelles perspectives. Donc on voit vraiment un changement dans cette relation-là. Après, c'est souvent des sorties, c'est l'idée d'une pause, d'une mise à l'abri.
C'est pas un hébergement pérenne, en tout cas pour le bus et pour ce type de SPL.